Je me présente, donc je suis Erwan Lesaut, je suis le dirigeant du cabinet Atout et Handicap. Donc c'est un cabinet de conseil et un organisme de formation qui est spécialisé, qui est expert sur le sujet du handicap en entreprise. Cabinet qui a 15 ans cette année, on est 6 au sein du cabinet, c'est un cabinet parisien avec une antenne dans le centre de la France. Et donc on accompagne les entreprises sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées. Donc on a plusieurs missions. En premier lieu, on fait du conseil auprès des entreprises. On est prestataire de l'AGFIP, que vous connaissez tous, pour la prestation diagnostic action. Donc on va faire des diagnostics dans ces entreprises qui se formalisent par un état des lieux, des groupes de travail, et après on les aide à construire, on co-construit avec eux un plan d'action à 1 an, 2 ans ou 3 ans sur le sujet, sachant que les axes classiques d'une politique handicap, c'est le recrutement et l'intégration d'un travailleur en situation de handicap, le maintien dans l'emploi de la personne handicapée, la communication et la sensibilisation, et le dernier axe, c'est les relations avec le secteur du travail protégé adapté, les entreprises adaptées et les ESAT que vous devez connaître. Donc voilà, ça c'est une première mission qu'on a sur la partie conseil. On est aussi organisme de formation, c'est-à-dire qu'on va former les acteurs au sein de l'entreprise qui sont concernés par le sujet du handicap. Donc ils sont assez nombreux, parce que c'est un vrai sujet d'entreprise, et un sujet qui peut d'ailleurs toucher tout le monde. Donc les premières populations qu'on va former, c'est bien sûr les équipes RH, les recruteurs. Recruteurs référents handicap, avec l'obligation depuis la loi de 2018 d'avoir un référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés. On va former les managers, qui est la plus importante population qu'on forme, parce que c'est quand même eux qui sont au plus près du terrain et au plus près des collaborateurs qui potentiellement peuvent être en situation de handicap. On va former les IRP, CSE, CSSCT, et puis les acheteurs. Sur quelle thématique ? Comment recruter et intégrer une personne en situation de handicap, bien sûr. Donc comment recruter, c'est les acteurs du sourcing, où est-ce que je vais aller sourcer, où est-ce que je vais aller chercher des candidats, comment je vais mener mon entretien de recrutement aussi, c'est important que les recruteurs soient sensibilisés, parce qu'il y a encore dans plein d'entreprises des recruteurs qui ne savent pas comment aborder le sujet du handicap lors d'un entretien de recrutement. Est-ce que je l'aborde au début, est-ce que je l'aborde à la fin, je sais pas trop, j'ai peur, je sais pas trop l'aborder, est-ce que le candidat va pas fuir devant mes questions, quoi. Enfin, après il y a des questions aussi importantes à poser et des questions à ne pas poser, qui sont interdites légalement, sur l'état de santé de la personne, sur le handicap de la personne. Ça, c'est des questions qu'on ne peut pas poser. On va former aussi sur le maintien dans l'emploi. Alors, on va former recrutement, intégration du salarié. Voilà, comment je vais l'intégrer dans l'équipe, dans mon équipe. Est-ce que je communique sur son handicap, est-ce que je communique pas? On va former sur le maintien dans l'emploi aussi de la personne handicapée. Comment, à partir du moment où une personne est en difficulté de santé, comment je vais l'accompagner, vers quels acteurs je vais me tourner pour m'accompagner, pour l'aider. Les acteurs en interne et en externe. Acteur interne, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un médecin du travail interne quand il y en a dans les grosses entreprises. Et puis en externe, ça peut être un ergonome, médecin du travail, service de santé au travail. Voilà, donc recrutement, intégration, maintien dans l'emploi, comment je manage aussi un salarié en situation de handicap, c'est important. Le management doit se faire comme toute personne, à partir du moment où le handicap de la personne a été compensé, c'est une personne comme une autre. Donc on doit la manager comme une autre. Et donc voilà, le management, l'accompagnement au quotidien, et puis comment je vais aller acheter des prestations auprès du secteur protégé adapté. Donc voilà, ça c'est la partie recrutement. Donc j'ai parlé du conseil, du recrutement. On fait de l'accompagnement individuel de salariés en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on va accompagner, on accompagne les salariés dans leur maintien dans l'emploi chez 3 gros clients qui sont Auchan Retail France, Buffalo Grill et Maison du Monde. Donc on est en fait en mission handicap déléguée, ce qu'on appelle mission handicap. C'est-à-dire que ces 3 entreprises nous ont confié le maintien dans l'emploi de leurs salariés. À savoir que si un salarié est en difficulté de santé et qui souhaite se faire accompagner vers une reconnaissance du handicap, il va se faire accompagner par Atout et Handicap. Et s'il a déjà une reconnaissance du handicap et qui souhaite un aménagement de travail, on va l'accompagner. On gère un petit peu ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire, c'est le salarié, son manager,
Ça peut être l'ergonome, le médecin du travail. Donc voilà, sachant que le salarié est toujours au centre de toutes les décisions qu'on prend. Donc voilà, on accompagne pas mal de salariés dans la reconnaissance administrative de handicap et dans l'aménagement de leur poste de travail. Aménagement qui peut être technique, hein, ça peut être un fauteuil ergonomique, ça peut être une souris ergonomique, ça peut être ce qu'on appelle organisationnel, c'est-à-dire qu'on va adapter sa fiche de poste. Ça peut être de l'aide humaine aussi, parce qu'il a besoin d'un traducteur langue des signes française ou d'une aide humaine pour pouvoir travailler. Donc voilà. Donc j'ai parlé de l'accompagnement individuel, on fait aussi de la sensibilisation et de la communication sur le sujet. C'est-à-dire sensibilisation, on va sensibiliser, vous savez tous qu'il y a en novembre, comme chaque année, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a lieu la 3e semaine de novembre. Donc ça, nous, c'est un mois qui est très chargé dans le conseil, la formation, la sensibilisation, parce que toutes les entreprises, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises font de la sensibilisation sur le mois de novembre. Alors heureusement, il y a pas mal de sociétés, de clients qui aujourd'hui étalent ce sujet-là tout au long de l'année, parce qu'il faut savoir que c'est pas un sujet qu'on referme le 30 novembre et on en reparle le 15 novembre de l'année suivante. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut parler continuellement, il faut former, sensibiliser, accompagner. Ça, c'est essentiel. Donc voilà, on fait de la sensibilisation pas mal en fin d'année, on a de la sensibilisation en distanciel. Depuis la crise sanitaire, ça a pas mal pris, formation à distance, formation en ligne. On fait aussi des ateliers thématiques sur le handicap auditif, le handicap visuel. On a plein de modalités de conférences aussi qu'on peut faire dans les entreprises à destination soit de tous les salariés de l'entreprise, soit une population donnée. Ça peut être uniquement les managers, les acheteurs. Donc voilà. En communication, on peut accompagner les entreprises sur ce sujet, pour faire des petits dépliants sur la reconnaissance de handicap, des kakémonos, des affiches, tout ce qu'ils souhaitent faire en termes de communication. Et enfin, on fait du conseil aux achats responsables, parce que depuis la loi de 2018, ça ne permet pas d'augmenter son taux d'emploi, mais ça permet de baisser sa contribution à l'URSSAF. Je pense que vous êtes aussi au courant. Donc, le fait de confier des prestations auprès d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée, ça peut être de la mise sous pli, ça peut être du nettoyage de vêtements, ça peut être des entretiens d'espaces verts, ça peut être la communication aussi. Maintenant, il y a des agences de communication qui sont des entreprises adaptées, quoi. Ça vous permet de baisser la contribution qu'une entreprise qui ne respecte pas l'obligation légale doit payer chaque année à l'URSSAF. Donc voilà. Pardon ? Oui, tout à fait. De toute façon, le paiement de la contribution à l'URSSAF est une modalité pour répondre à l'obligation d'emploi. Donc, il y en a qui préfèrent. Après, il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est très compliqué de recruter, parce que 80% des personnes handicapées n'ont pas le niveau bac, ou ont juste le niveau bac. Donc ça reste de toute façon compliqué quand vous êtes une ESN ou dans le secteur bancaire, ils sont quand même assez avancés sur le sujet, bien qu'ils recrutent. Mais il y a des secteurs dans lesquels c'est plus compliqué, d'autres où c'est plus facile, comme la grande distribution, la logistique, parce que c'est des métiers qui demandent un niveau de diplôme un peu moins élevé. Et après, c'est aussi des entreprises, des secteurs d'activité alors je mets des guillemets, c'est pas négatif ce que je vais dire, mais qui fabriquent du handicap parce que c'est des métiers à fort taux de pénibilité, quoi. Et que plus on avance dans l'âge, plus on va tomber malade, ça c'est la vie, et plus on va se retrouver en situation de handicap. Et quand on est dans des métiers, des secteurs d'activité où les métiers sont compliqués, difficiles, avec des taux de pénibilité, port de charge, station debout, de toute façon le handicap il survient en cours de vie, quoi. Donc voilà pour ma présentation d'Atouille Handicap. Je vais laisser la parole à... si vous avez des questions, allez-y. Attendez. Madame. Alors, Erwan, allez-y. Il faut parler dans le micro. Erwan Lesaut. Ah, d'accord. Vous pouvez nous rappeler votre nom, s'il vous plaît ? Oui, Erwan Lesaut. D'accord. Voilà, c'est un cabinet que j'ai rejoint en 2012, après avoir fait pas mal d'années en mission handicap en entreprise. J'ai été responsable mission handicap de Auchan Supermarché et du groupe Gosport.
Voilà, c'est un cabinet que j'ai racheté il y a 6 ans maintenant et qui grossit petit à petit, doucement mais sûrement, mais avec une explosion de l'activité depuis 2021, post-Covid, notamment parce que on fait beaucoup de distanciel. Il y a beaucoup de formations à distance. Handicap cognitif ou intellectuel? Alors, dans les entreprises... En entreprise. Alors, handicap cognitif, oui, mais c'est compliqué de les détecter parce généralement, elles gardent ça pour elles et du coup, elles n'en parlent pas et du coup, elles compensent. Des personnes dyslexiques, dyscalculiques, des dysgraphiques aussi, dyspraxiques un peu moins. Après, vous me parliez d'une autre typologie de handicap intellectuel, très peu, parce que ce sont en général des personnes qui ne peuvent pas travailler dans ce qu'on appelle les entreprises du secteur ordinaire, parce que les rythmes de travail sont trop importants. Alors il y en a un petit peu, voilà, il y en a un petit peu dans la grande distribution, mais globalement dans les entreprises, dans la majorité, je dirais 97 ou 98% des entreprises du secteur ordinaire, qui n'est pas autre que le secteur protégé adapté, il y a très peu de personnes, on trouve par exemple très peu de personnes atteintes de trisomie, quoi. Bah, nous, on fait. Moi, je voudrais poser une question, pardon. C'est quelle est la... c'est sur les formations, on en reviendra après. C'est-à-dire, le contenu des formations, quels sont, comment je vais dire, les domaines de vigilance auxquels il faut être plus attentif quand on est en entreprise. Par exemple, moi je pense à la gestion des aléas, la gestion des surprises. Est-ce que les différents modes de communication, est-ce que c'est ça que vous intervenez là-dessus, que vous intervenez dans les formations? Alors les points de vigilance quand on est il y a un vrai besoin de sensibilisation de l'ensemble des publics parce que le handicap reste très méconnu en entreprise. Ça fait peur. On a encore en France, malheureusement, cette idée que la personne handicapée est une personne en fauteuil roulant. Or, c'est 3% des personnes en situation de handicap. Ça, c'est principalement dû... c'est historique et c'est dû... alors, je vais mettre des guillemets, c'est foutu place de parking avec un logo, avec un fauteuil roulant, alors que en fait, globalement, ce sont des places pour personnes à mobilité réduite, et que souvent, il y a des personnes qui sortent de leur voiture debout, qui se font regarder avec des grands yeux, parce qu'elles ne sont pas en fauteuil roulant. Or, voilà, si elles ont une carte mobilité inclusion, elles ont le droit de stationner sur ces places. Mais ça, c'est historique, mais il faudrait changer ce logo qui est commun à tous les pays du monde, en plus. C'est pas négatif ce que je dis, mais en fait, on se bat en entreprise. On entend encore des DRH qui nous disent « Je ne peux pas recruter de travailleurs handicapés, mon entreprise est sur 2 étages, il n'y a pas d'ascenseur, donc il ne pourra pas monter à l'étage. Donc, personne handicapée, je ne recrute pas. » Et les aménagements voilà, pas obligatoires, justement, pour les personnes à mobilité réduite? Je crois que les entreprises Après, oui, si. Une obligation d'aménagement. L'obligation date de 2000 pour les ERP, établissements recevant du public. Depuis 2005, il y avait 10 ans pour se mettre en conformité. Ça a été repoussé encore de 10 ans, donc c'est 2025. Donc, mais il y a des obligations. Il y a une obligation légale il y a une obligation dans l'entreprise d'aménager l'accessibilité que s'il y a une personne à mobilité réduite, en fauteuil roulant qui est recrutée. Et on parle d'aménagement raisonnable. Donc, l'entreprise peut pas dépenser 75 000 ou 100 000 euros pour aménager l'accessibilité de son entreprise pour une personne. Et la notion d'aménagement raisonnable est très importante. Moi, je voulais juste réagir par rapport au fait que vous disiez effectivement il y a peu de personnes en situation de handicap mental ou cognitif qui travaillent en milieu ordinaire. Et en fait, nous, on accompagne justement ce public, en fait. Et on n'a pas loin d'une 30aine de jeunes maintenant. Et nous, on veut sensibiliser les entreprises sur le fait qu'ils peuvent travailler en milieu ordinaire, justement par un accompagnement adapté, en fait. Donc voilà, j'ai entendu que vous faisiez un accompagnement, et effectivement, nous, on fait cet accompagnement-là. Donc voilà, je reviens sur ce que vous disiez. Oui, les points de vigilance, c'est vraiment la sensibilisation de l'ensemble des salariés déjà pour qu'ils sachent ce qu'on met derrière le terme handicap.
Et que si, en fait, on parle depuis la loi de 2005 de situation de handicap, c'est une notion qui est hyper importante, hein, c'est pas du jargon, hein, on parlait avant d'handicapés, après de personnes handicapées, maintenant de personnes en situation de handicap, c'est très important cette notion de situation de handicap. Voilà, c'est le fait de mettre en corrélation une problématique de santé avec un environnement donné. Donc à partir du moment où un salarié est en difficulté de santé et que sa difficulté de santé a une incidence sur son poste de travail, il peut se faire reconnaître travailleur handicapé. C'est ce sur quoi insistent les entreprises, voilà. Les administrations aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai utilisé au GDH pendant plusieurs années, c'est vraiment les entreprises cherchent leurs salariés qui auraient un problème quelconque qui permettrait de faire reconnaître. Oui, tout à fait. Le maintien dans l'emploi est très important. Au-delà du recrutement, il y a certes des problématiques de recrutement en France, ça c'est sûr. Après, le maintien dans l'emploi des salariés en difficulté de santé sur leur poste de travail est une vraie problématique aussi. Quand vous conseillez sur les méthodes de recrutement, est-ce que, moi ce sur quoi j'ai énormément travaillé, c'est sur le recrutement sur aptitude, c'est-à-dire quelles sont les qualités maîtresses qu'il faut pour réussir dans tel ou tel poste. Alors, les personnes handicapées ont parfois des qualités développées, justement, qu'ils ont développées à cause de grâce à leur handicap, qui pourraient être utiles dans l'entreprise. Est-ce que les entreprises se réfléchissent toujours sur les telles compétences, ou bien est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit sur les aptitudes? Non, il y a une ouverture. Je pense qu'il y a plutôt une ouverture d'esprit. Après, nous, ce qu'on conseille, quand on fait des formations sur le... Oui, tout à fait. Quand on fait des formations sur la thématique du recrutement, c'est sûr la base, c'est on recrute la personne pour ses compétences ou ses aptitudes et pas pour son handicap. Si vous la recrutez uniquement pour répondre à l'obligation d'emploi et atteindre votre taux légal de 6%, c'est sûr que vous allez vous planter. Mais après, nous, globalement, on ne fait pas de sourcing pour nos clients. Nous, on fait la formation pour nos clients sur où est-ce qu'on va sourcer, où est-ce que comment on intègre, comment on mène un entretien de recrutement, mais on fait pas du tout d'entretien de recrutement pour nos clients. Et favoriser les stages de découverte en entreprise, parce que très souvent il y a encore beaucoup de préjugés. Or, quand on s'engage pour 5 jours, c'est pas long, quoi. Mais ça permet d'accueillir dans une entreprise qui ne fait pas des personnes en situation de handicap, et là on découvre qu'en fait elle n'est pas du tout ce qu'on croyait, que des choses deviennent possibles. Est-ce que dans la semaine pour l'emploi, les entreprises se lanceraient dans... Il y a l'opération déjà il y a le duodé qui dure une journée. Après, c'est sûr que les stages d'observation c'est bien. Après, nous, ce qu'on préconise beaucoup et qui est une vraie voie d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, c'est l'alternance. Ça, l'alternance, c'est un moyen, de connaître la personne, de la tester pendant une période donnée. C'est un moyen de sensibiliser le collectif de travail aussi sur le fait que si ça fonctionne, si on va au bout, on peut transformer le contrat en CDI, on peut intégrer en CDD ou en CDI et intégrer durablement la personne qui est en alternance. Donc c'est un vrai sujet, ça. Il n'y a pas de limite d'âge pour l'alternance, c'est ça, pour une personne en situation de handicap? Oui. Non, on n'a plus, ouais. Mais on est aujourd'hui sur une proportion qui est infime. Ouais. J'ai fait un post LinkedIn l'autre jour, je sais plus c'est combien, c'est 1,8% quoi, des alternants en situation de handicap. C'est rien. Alors que c'est la voie d'accès, pour moi, la plus évidente pour s'insérer dans le monde du travail, quoi. Sauf que où est-ce qu'on peut trouver les centres d'apprentissage, les CFA, qui sont adaptés pour ces personnes? Nous, on travaille avec un centre d'apprentissage qui est le PMT, qui est le seul qui accueille quand même un certain nombre de jeunes en situation de handicap. Et voilà, mais sinon, c'est pas les enseignements ne sont pas adaptés pour ces jeunes-là aussi, certaines fois. Après, ça dépend ça dépend du handicap de la personne, quoi. Ouais. Le handicap, c'est tellement large que... Oui. Je vous laisse la main. Ouais. Donc nous, Access, j'ai déjà présenté notre association aux personnes. On est une association de loi de 1901, donc d'intérêt général, et donc on est dédié au handicap mental ou cognitif. Voilà. Donc
Le constat, c'est les politiques sur le handicap. C'est essentiellement les personnes avec des troubles psychiques et le handicap mental ou cognitif est quand même très peu représenté. On n'a même pas de chiffres. Voilà, c'était un public qui était destiné, sur lequel on accueillait essentiellement en ESAT en fait, en milieu protégé. Donc c'est un peu nouveau d'aller dans les entreprises. Donc voilà, on a mis un petit peu tout ce qu'on faisait, notre raison d'être. Donc c'est l'inclusion à long terme des personnes avec un handicap mental ou cognitif. Notre mission, donc c'est d'aider ces personnes à trouver leur place. Donc nous on fait un accompagnement adapté, durable, évolutif. Donc on passe toutes les semaines, on est sur le terrain en fait. Et notre spécificité, c'est qu'on s'adapte à chaque personne. Donc chaque personne, malgré son handicap, a sa personnalité, a ses difficultés. Et c'est pas parce qu'on a une trisomie 21 qu'on est tous pareils, ou l'autisme tous pareils. Donc voilà, on s'adapte à chaque personne. Donc on travaille avec les familles, toujours. Voilà, donc c'est des jeunes qui sont une RQTH, mais effectivement le terme travailleur handicapé c'est très large, comme vous le disiez. Donc voilà, notre particularité c'est le handicap mental. Donc on a 3 conseillers en emploi dans notre association qui font cet accompagnement. Et donc voilà, on est bien sûr en lien avec les entreprises. Nous on fait cet accompagnement individuel dont vous parliez. Voilà, et c'est sensibiliser les entreprises à prendre en compte cet accompagnement humain est difficile. C'est peut-être plus facile de comprendre qu'on a besoin d'un fauteuil ou qu'on a besoin, d'aménagement, comme vous disiez, pratique. Mais l'accompagnement humain, à part une aide de la GFIP qui est l'aide à l'accueil et à l'intégration, en fait, c'est très limité. Après, il y a la lourdeur du handicap, mais pareil, là aussi, c'est administrativement très difficile parce qu'il faut prouver aussi économiquement la perte de rentabilité et qui n'est pas forcément facile à faire. Voilà, donc individualisé, comme je vous le disais. On est vraiment sur le terrain et on s'adapte aux jeunes, à l'entreprise, aux missions qu'il doit faire. Donc on donne des outils de communication quand ils savent pas comment parler je dis jeune parce qu'on a quand même un public qui est en apprentissage et qui est jeune, entre 18 et 25 ans. Les plus âgés ont une trentaine d'années, ils sont déjà en CDI. Et voilà, donc on fait aussi une sensibilisation, mais plus liée à la personne en fait, liée aux particularités du handicap de la personne. Voilà, adapté. Donc ça, je voulais. Bien sûr, ça va avec. Évolutif, c'est-à-dire que on va pas laisser un jeune quand on est dans une entreprise depuis un certain temps. Le jeune peut manifester un désintérêt, il fait toujours les mêmes tâches. Donc comment est-ce qu'on va proposer une évolution, des nouvelles tâches, voilà. Donc c'est important qu'on tienne compte de ça aussi. Parce que comme pour chacun de nous, au bout d'un certain temps, faire toujours la même chose, on peut manifester un certain ennui et la personne en situation de handicap, en tout cas des jeunes, n'est pas forcément capable de le dire. Et donc il y a quelque chose qui s'installe qui est négatif. Et donc c'est de repérer ça et de proposer à l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et quand je dis durable, ça veut dire que on a commencé en 2015, mais sont des jeunes dont le handicap ne va pas disparaître parce qu'ils travaillent en milieu ordinaire. Donc effectivement, l'accompagnement, s'il est intensif quand ils sont jeunes au départ, on peut passer à un accompagnement de veille, c'est-à-dire qui est plus espacé dans le temps, mais on sera toujours présent. Donc si on vient toutes les semaines, ça c'est la majorité, c'est l'ensemble de nos interventions, c'est quand même hebdomadaire, mais on peut passer à tous les 15 jours quand on voit que l'équipe est bien au courant, bien au fait, que tout se passe bien. On espace, on dit on vient tous les 15 jours. Pour certains, on arrive à une fois par mois. C'est le maximum pour l'instant où on est arrivé. Une fois par mois, c'est le... Voilà, mais on décide pas que c'est un jour terminé. Voilà. Après, j'ai mis différentes entreprises avec lesquelles on travaille.
Donc c'est vrai que c'est beaucoup la restauration. Voilà, Elior, on a The Peninsula qui est quand même un hôtel de luxe aussi, room service. On a une étude notariale maintenant, voilà, qui a repris, créé un petit poste, voilà, de services généraux. Et il a fait beaucoup de publicité, un jeune notaire auprès des notaires. Et du coup, j'ai pas mal de demandes, voilà, comment est-ce qu'on peut accueillir et voilà. Et en fait, le fait qu'on soit là aussi, donc nous, on rassure sans doute que ce que vous faites dans votre cabinet, c'est qu'on rassure les entreprises parce que le handicap fait peur et qu'on ne sait pas ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Donc nous, on est aussi présent à premier entretien de recrutement. Voilà, donc ça permet même si on laisse le jeune parler, ça rassure, on le briefe un petit peu avant, de lui dire s'il a envie de parler de son handicap, voilà, de ses fragilités, de ce qu'il aime bien faire, de ce qu'il aime pas faire, voilà. On avait fait des CV vidéo, parfois c'est une façon de se présenter pour eux qui est pas mal pour les entreprises. Donc parce que mener un entretien d'embauche comme classique, mais en général ça marche pas quoi. Ouais, voilà. Voilà, des résultats, de la générosité, des freins. Donc il y a quand même un dispositif d'emploi accompagné qui a été mis voilà, par la ministre en place déjà depuis 2018. Donc il y a 2 structures par département en France. À Paris, région Île-de-France, c'est 4 structures. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de demandes. C'est plutôt un accompagnement dans les dispositifs d'emploi accompagné de personnes atteintes de troubles psychiques. Et donc voilà, nous, notre particularité, c'est le handicap mental ou cognitif. Et voilà, donc il y a une plateforme qui doit être mise en place là. Et je ne sais pas de quelle façon on pourra intervenir sur cette plateforme parce qu'il faut ouvrir à d'autres, je pense, dispositifs, d'autres associations parce que voilà, ça ne suffit pas. Et la circulaire, elle est déjà sortie là en janvier-février 2022. Donc en fait, c'est les 4 grandes associations parisiennes, voilà, où il y a un chef de file. Et après, il faut déterminer les critères. Donc c'est à nous, petites associations, de nous rapprocher des associations existantes. Mais pour l'instant, c'est pas très facile. Il y aura pas d'autres appels d'offres de toute façon. Donc, mais si on est sur la plateforme, on est peut-être plus visible aussi auprès des entreprises. Et puis on a nous une spécificité. Par exemple, c'est le handicap mental. On a tout le monde. On accompagne. Situation de handicap, c'est très large, comme le disait monsieur. Donc un fauteuil roulant, une personne en trouble psychique ou handicap mental cognitif, on les accompagne pas forcément de la même manière. Donc oui, tout à fait. Mais voilà, mais bon. Une grosse association, ils peuvent très bien vous choisir et vous rémunérer sur les fonds, dédiés à ça, par exemple. Voilà, bon après ça, c'est plus difficile de prendre en compte le financement de l'accompagnement humain. Donc voilà, mais j'espère qu'on y arrivera. Et mais pour l'instant, il y a quand même une évolution avec les politiques RSE aussi, où il y a quand même un engagement des entreprises, je pense, voilà, pour embaucher des personnes en situation de handicap. C'est vrai que le handicap mental et cognitif, en fait, il est peu. On ne sait pas très bien comment. Est-ce que c'est possible de travailler en milieu ordinaire, mais on confirme quand même maintenant avec quand même pas loin d'une trentaine de jeunes que c'est possible. Donc, alors c'est vrai que c'est beaucoup la restauration, mais pas que. Bon, là, il y en a pas beaucoup d'ancienneté. Il y en a un, mais après il a changé. Mais il y en a un qui est resté 5 ans, par exemple, chez Elior. Mais après il a changé. Et mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui sont des apprentis. Et donc là, on a réussi à aboutir à un CDI après plusieurs CAP. Voilà, le groupe Elior, on a eu un accompagnement pendant tout le temps de son apprentissage et il a pu conclure un CDI là en septembre. Donc en fait, c'est pour ça que dans l'apprentissage des jeunes,
l'accompagnement est quand même très important parce qu'il permet, pour moi, cette embauche, enfin ce CDI à la fin en fait. Bien sûr. En fait, nous, je vois quand les entreprises disent on s'en sort parce qu'ils ont à peu près compris, mais je dis c'est aussi important pour le jeune qui, en fait, c'est une assurance parce que ce sont des jeunes adultes et les parents ne peuvent plus être l'interface vis-à-vis du monde professionnel et d'avoir des professionnels qui sont là pour l'entreprise, mais pour le jeune aussi, c'est important. Il peut expliquer certaines choses, la relation n'est pas la même. Et ils sont très en demande, en tout cas, des passages du conseiller en emploi, en tout cas. Oui, et il y a toujours des changements d'équipe. Et les changements d'équipe, tout ce qu'ils vivent, en fait, est toujours prend beaucoup d'importance. Donc, il faut pouvoir les rassurer aussi. Et quand on passe dans l'entreprise, on voit ce qui se passe. Donc, s'il y a une nouvelle équipe, un changement de tuteur, et ça, déjà, il y a certains, au bout d'un an, vous avez une nouvelle équipe, il y a des turnovers un peu partout. Donc, ces changements sont difficilement, ils sont vécus avec difficulté, plutôt. Mais quand ils sont intégrés, moi j'ai fait la commune du lien, ça fait 17 ans maintenant que je suis dans la même boîte. J'ai perdu ça dans l'année dernière. Mais il y a eu des réductions d'effectifs, etc. Mais le collectif du travail s'est battu pour défendre son poste. Et donc là, maintenant, il n'est plus accompagné parce qu'on passe en liaison, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est le collectif du travail qui s'est battu pour garder ce poste. À la suite du Covid, où il y a eu plein de décisions. Je pense à Romain Jaconet aussi, par exemple, il y a 15 ans, il est au mois d'août 2025, la porte de l'enseigne. Donc ils ont négocié à un moment donné, ils bossaient quand même 3 week-ends sur 4. Hein. Et donc ça faisait du donc il a négocié de pouvoir avoir 2 week-ends sur 4. Il y a des aménagements d'horaire qui sont négociables. Mais en fait, on arrive à les fidéliser. Julien, c'est parce qu'il a eu un surhandicap visuel que tout c'est compliqué, mais je veux dire, 15 ans, il faut mettre 15 ans. Après, c'est des choses qui se compliquent. Mais ce qui est sympa, c'est quand le collectif prend le relais des accompagnants et défend le collègue auprès de la direction et des changements. Ça, c'est qu'on a marqué. Mais en fait, humainement, le retour qu'on a maintenant des équipes depuis depuis 2015 où on fait ça, ça change aussi les ambiances en fait dans les entreprises. Et voilà, il y a une entraide, il y a d'avoir quelqu'un de plus fragile, ça change les relations entre les personnes elles-mêmes. Et donc, je pense que oui. Non. Nous, on est conseiller en emploi. Voilà, on est soutien au tuteur, parce que le tuteur, c'est celui qui travaille toute la journée avec son salarié. Et donc, souvent, le tuteur, il nous appelle parce qu'il est confronté à un blocage et qu'il ne sait pas comment faire. Et donc, nous, on vient pour aider le tuteur, mais aussi pour mettre le salarié, le jeune qui est en conflit ou qui n'a pas compris ce qu'on lui avait dit et de pouvoir faire une médiation. Parce qu'on n'est pas impacté de la même façon, quoi. Est-ce que vous gagnez plus des Ulysse ou des IME? Alors là, c'est beaucoup Ulysse parce qu'on a un partenariat avec l'école Stanislas et donc le bouche à oreille fait que c'est beaucoup les Ulysse. Mais on a aussi des jeunes qui sont en ESAT mais qui travaillent hors les murs, en milieu ordinaire, qu'on accompagne. Parce que le travail en ESAT n'est pas toujours adapté, et notamment on a une jeune qui veut pas du tout retourner en ESAT. Elle travaille en milieu ordinaire, donc nous on passe pareil toutes les semaines. Et j'ai eu plusieurs fois des demandes. Après, c'est une difficulté de quitter le milieu protégé où vous êtes dans un certain circuit et de passer en milieu ordinaire où c'est plus du tout la même chose en fait. Et les familles, parfois, hésitent. Exactement. Les ESAT ne veulent pas... Ça nous est arrivé, il y avait
j'ai été il y a une dizaine d'années, j'ai toujours un milieu ordinaire, elle est plus accompagnée. Elle n'avait pas sa place en enfin, sa place n'était pas de rester en ESAT. Bah, l'objectif de base, c'est que les AT, on doit aller vers le milieu ordinaire, hein, comme l'entreprise adaptée. Dans la réalité, je sais pas trop ce qu'on voit, voilà. Mais voilà, j'ai eu un chiffre quand même qui était intéressant. Enfin, une personne qui travaille en ESAT, ça coûte 30 000 € quand même à l'État, et que quand elle passe en entreprise adaptée ou même en milieu ordinaire, c'est 14 000 €. Donc en fait, c'est là où voilà, il y a quand même une question qui se pose. Les parents sont un frein au milieu ordinaire, parce qu'ils disent qu'avec les AT, c'est la sécurité. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a cette sécurité, enfin voilà, de l'ESAT, hein, et ils ont peur, et en même temps, bah, ils sont contents que leurs jeunes travaillent en milieu ordinaire parce qu'il est mieux, il est plus heureux, mais Un décret qui disait qu'ils pouvaient revenir éventuellement dans leur ESAT si ça ne marchait pas au milieu ordinaire. ah bah ils peuvent, bien sûr, mais ils ont des conventions en fait. Elle est renouvelable, elle est 2 ans, renouvelable une fois. Après, je pense qu'il faut se poser vraiment, est-ce que vous restez dans les AT? Dans ces cas-là, il faut vraiment revenir, ou alors vous quittez les AT pour aller vers le milieu ordinaire. Non, mais avant, on disait c'est pas possible, si c'est possible. Maintenant, pour quelles conditions, il faut quand même qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient une socialisation facile. Ça facilite quand ils sont costauds, ils sont capables de faire des choses. Ça facilite quand ils communiquent mieux, quand ils communiquent bien. Et après, pour trouver leur propre moyen de communication. Parce que pour certaines d'entre les jeunes que nous accompagnons, c'est plus facile à faire qu'à dire. Moi, j'ai le souvenir d'un jeune qui a eu un problème. J'étais dans un carrefour. Et il y a une dame qui lui demandait où se trouvait tel rayon. Ben, lui, il était en boulangerie. Hein. Ben, lui, il quitte le rayon, il va montrer à la dame où c'est, il revient. Abandonne pas, attention, vous comprenez? Mais pour lui, c'était beaucoup plus facile d'aller conduire la dame que de lui dire où c'était. Donc c'est des tas de petits détails comme ça qu'il faut petit à petit arriver à. Mais donc vous avez dans les je vous disais que vous accompagnez à la fois c'est Auchan qui faisait les tuteurs externes, non c'est dans quel groupe vous faites les tuteurs externes? On fait de l'accompagnement des salariés en situation de handicap chez Auchan. Auchan Retail France, Maison du Monde et Buffalo Grill. D'accord. Et donc là, vous êtes en lien avec le référent handicap ou vous assurez une forme de tutorat externe? Ah non, c'est pas du tutorat, non, c'est juste les accompagner dans des démarches d'aménagement de poste, des démarches de maintien dans l'emploi, d'aménagement de poste de travail ou de, voilà, c'est de l'accompagnement. On n'est pas, enfin globalement, on n'est jamais sur site. On fait tout à distance. Mais on est en relation avec le salarié, son manager, ça peut être le responsable ressources humaines, l'ergonome s'il y a besoin d'un ergonome, la médecine du travail, en fait, ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire, en fait, quoi. Mais c'est pas du tutorat, non, pas du tout. C'est vraiment de l'accompagnement individuel. Je suis étonnée quand vous dites qu'il y a peu de possibilités, parce que dans le groupe Auchan, quand même, il y a pas mal de... il y a théoriquement l'ouverture d'esprit du groupe, bien sûr, qui est affiché, donc vous pouvez faire mais qui est, il y a pas mal de travaux. Ah, mais dans certains secteurs d'activité, c'est tout à fait jouable. Après, dans les métiers plus administratifs, voilà. Ah oui, ils peuvent faire de la mise en rayon, la réception de marchandises, ça c'est... Oui, ah non, mais c'est... Certains sont très méthodiques et en placement, ils sont nombreux, etc. Ouais. Parce qu'il y a des bibliothèques, parce que les choses sont difficiles. Après, il faut faire changer les mentalités, quoi. Oui, il faut vraiment sensibiliser sur le fait que la personne est en capacité de tenir son poste malgré son handicap intellectuel. Bah, c'est la façon, c'est sensibiliser. On ne fait que ça, nous. Enfin, on ne fait que ça. On préconise surtout de sensibiliser. La première chose à faire quand on finit un diagnostic. Diagnostic action avec la GFIP, la première chose à faire dans l'entreprise, c'est de commencer à sensibiliser sur ce qu'est le handicap, quoi. Après, on forme, après, on met en place des actions. C'est pas comment relever un défi,
Non, mais après, nous, on propose toujours, enfin, les jeunes qu'on rencontre, hein, les familles qui sont inscrites donc, dans les missions locales ou Cap Emploi, de faire un stage, en fait, auprès des entreprises. En fait, c'est une immersion qui est quand même déjà une première approche du handicap. Ils sont en stage, donc l'entreprise peut voir comment ça se passe. Et nous, on est là justement pour faire le relais. Et c'est un bon moyen de sensibiliser, de voir que c'est possible, en fait, par la période du stage. Les stages de courte durée, c'est bien. Oui, ils peuvent faire 2 fois 2 semaines en général. Sensibiliser sur les compétences, c'est pas tout de suite voir les limites. Exactement. C'est bien d'accord. Quand vous dites handicap mental, c'est tout de suite cette peur. Ah Des bah limites. oui, par mes connaissances, c'est la peur que la personne puisse pas tenir tout son poste faire toutes ses tâches de son poste de travail, alors que si ça se trouve, elle en fera 90, voire 100. Hein. Bah, pour certains, il y a qui sont très efficaces. Ouais. J'ai le souvenir d'un jeune qui avait une mission d'intérim de 3 semaines, parce que j'étais pour ranger les archives, etc. Il m'a dit, ne me semble pas, il a commencé avec une planche quelque part pour faire. Tout était fait en dessus, la mission était 3 semaines. On a fait une autre chose à faire dans la boîte. C'était très drôle, c'était instructif à la fois pour le jeune, ça l'a rassuré sur ses compétences, et puis sur l'entreprise qui dévalorise. Non, mais qui a découvert que l'efficacité pouvait être chez eux, personnellement. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez une carte Bien sûr, je vous donne une carte.